Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Il est 14h30 et donc la ponctualité nous incite à commencer maintenant cette séance. Merci à tous d'être venus assister à cet échange, à ce débat autour donc d'un ouvrage, Le racisme en images, déconstruire ensemble, un ouvrage publié aux éditions de La Martinière, co-dirigé par Pascal Blanchard et Gilles Butch, qui sont à mes côtés, que je vais vous présenter dans un instant, et puis qui rassemble aussi autour de cette thématique, donc de déconstruire ce racisme en images, une quinzaine de contributeurs venus d'horizons divers et variés, des intellectuels, des artistes, des universitaires, des écrivains. L'une d'entre elles est aussi à nos côtés, Chantal Meyer-Plantureux, que je présente en tout premier. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes professeur émérite à l'université de Caen. Dans cet ouvrage, vous avez abordé, cet ouvrage est extrêmement riche et on va évidemment passer en revue les thématiques, à la fois les outils, les supports de propagande, d'images, et puis aussi les thématiques, la xénophobie, le colonialisme, la hiérarchie des races, l'antisémitisme, etc., etc. Mais il y a aussi l'homophobie, la misogynie qui sont traités à travers donc, tous ces stéréotypes démontés dans cet ouvrage. Donc vous êtes plus particulièrement penché sur ce domaine-là, mais on va évidemment aborder l'ensemble. À ma gauche, donc Gilles Butch, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et anthropobiologiste. Je vous expliquerai d'ailleurs en un mot tout à l'heure en quoi ça consiste. Et on verra, ce qui est extrêmement intéressant, que sous couvert de science aussi, sous couvert d'un langage savant, et bien effectivement ces stéréotypes racistes ont traversé les siècles et ont essayé justement de se doter de ce vernis pour attiser, diffuser cette propagande. Et puis à ma droite, mais est-il besoin de vous le présenter? Je le fais quand même. Pascal Blanchard. Bienvenue Pascal, historien, spécialiste en particulier du fait colonial et des immigrations, auteur ou co-auteur ou directeur de très nombreux ouvrages. Je ne vais pas tous les citer, mais juste le dernier en date qui était aussi paru aux éditions de La Martinière, qui était aussi un ouvrage collectif, paru il y a 2 ans, je crois si je ne me trompe pas, Décolonisation française, la chute de l'Empire. Cet ouvrage, et j'ai oublié de me présenter en passage, excusez-moi, Renaud Dely, je suis journaliste et je suis ravi de passer cet après-midi avec vous. Je précise aussi qu'à l'issue de cet échange, il y aura une séance de dédicace. Les auteurs ici présents y participeront à partir donc, de 16h au stand numéro 50, le stand des éditions de La Martinière. Je précise aussi que le dernier intervenant prévu lors de cette table ronde, l'écrivain Alain Mabankou, n'a pas pu, pour les raisons que vous connaissez, pour des raisons sanitaires, vous êtes au courant me semble-t-il, et le fait que vous arboriez tous bien sagement un masque tend à prouver que vous êtes au courant que la crise sanitaire malheureusement n'est pas terminée. Donc pour raisons sanitaires en particulier, il est assez compliqué de voyager et Alain Mabankou vit et travaille aux États-Unis. Il enseigne la littérature francophone à l'université UCLA de Los Angeles. Donc il n'a pas pu finalement prendre l'avion et traverser l'Atlantique pour nous rejoindre, mais grâce au miracle de la technologie et du progrès, nous pourrons dialoguer quelques minutes avec lui dans un instant, puisque nous l'aurons par Zoom, en visio, voilà, à défaut d'être en présentiel, comme on dit désormais, puisque nous avons tous acquis ce nouveau vocabulaire depuis maintenant 2 ans. Mais Alain Mabankou sera parmi nous dans un instant. Cet ouvrage, donc, déconstruit à travers l'image, 230 images, 230 documents extrêmement divers, des photographies, des publicités, des caricatures, des dessins et bien d'autres. Les stéréotypes racistes, xénophobes, antisémites, la stigmatisation, la façon dont, au fil des siècles, puisque les plus anciens documents remontent aux croisades, on va dire, mais pour l'essentiel, l'ouvrage porte sur le plan arithmétique, on va dire essentiellement sur des documents du 19e et du 20e siècle, mais aussi du 18e, remonte aussi au 18e siècle. Et donc, il s'agit de raconter cette histoire mondiale, en quelque sorte, du racisme et de la stigmatisation de l'autre, et de la façon dont ces images, ces caricatures, ces stéréotypes ont été véhiculés, tendant à représenter l'autre comme un être inférieur. Et pour commencer, une toute première question à vous, Pascal Blanchard, justement. Quel est le dessin originel qui a donné naissance à cet ouvrage? Vous allez évidemment tout au long de nos échanges voir les images et les pages du livre défiler dans notre dos. Voilà. Pourquoi, tout simplement, avoir éprouvé le besoin de lancer cette œuvre collective? Quel est le but?
Bonjour, merci de cette présentation, Renaud. L'idée avec Gilles, c'est de se rendre compte qu'en fait, le racisme, c'est une culture. C'est une culture qui s'est transmise. Et des fois, on oublie qu'au-delà de l'idée, au-delà de ce que le racisme a pu produire dans l'histoire, dans les chocs que l'on connaît, à travers le nazisme par exemple, l'apartheid et d'autres sujets, c'est aussi une culture visuelle, une culture qui a laissé des traces. Et la meilleure manière pour arriver à expliquer comment, c'est construire un peu, ce qu'on a dit avec Gilles au début du livre, comme un millefeuille. C'était d'abord de regarder ces images et en fait de les catégoriser aussi, de les organiser. Une image de préjugé, c'est pas un stéréotype. La xénophobie, c'est pas l'iconographie nazie. Le discours racialiste et savant, c'est pas la même chose que la caricature dans la publicité qu'on peut retrouver. Et on voit des images qui défilent là, par exemple sur l'antisémitisme. Il y a des codes, il y a des spécificités. Et on a l'impression que toutes ces images sont du passé, alors qu'en fin de compte, on les voit bien dans les discours publics, dans les discours polémiques, dans les discours de certains. Aujourd'hui, ils continuent à perdurer comme des images qui, en fin de compte, sont devenues pour certains des items évidents, comme s'il y avait encore des cannibales ou des descendants de cannibales. L'image de la femme, et Claire, vous en reparlerez tout à l'heure, dans le stéréotype, on revoit des discours antiféministes aujourd'hui qui s'appuient sur des très très vieilles images qui remontent à très loin. Le discours sur l'homophobie est une longue histoire. Le discours antisémite qui revient aujourd'hui dans la vulgate publique est un discours qui s'est construit à travers les siècles, comme le regard sur les musulmans. Et la question et la manière dont on a voulu fonctionner avec Gilles, ça a été déjà de répartir ces images, parce que chacune ou chaque document a des codes différents, une histoire différente. En fait, il y a une histoire des images. Et aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'était, et beaucoup d'enseignants que l'on voit depuis 24 heures avec Gilles ici venir, par exemple, acquérir ce livre, c'est de nous dire, elles sont utiles pour expliquer notamment aujourd'hui, en tant que pédagogue ou en tant qu'enseignant, en partant concrètement des images, d'expliquer aux jeunes comment se fabriquent dans cette génération de l'image aujourd'hui des stéréotypes que l'on retrouve sous des formes extrêmement modernes aujourd'hui, par exemple sur Internet. L'image continue à être véhiculée, elle est héritière des images d'hier, et donc c'est à prendre à les lire. Gilles Butch, la même question, justement sur la dimension pédagogique qu'évoquait à l'instant Pascal Blanchard. Ce livre, il a vocation, notamment dans un contexte politique, mais au-delà d'ailleurs, une forme parfois d'hystérisation d'un certain nombre de discours qu'on entend depuis maintenant des semaines, des mois et même des années parfois, et dont on peut redouter au vu du climat politico-social dans le pays et aussi des échéances électorales qui approchent, que tout ça ne contribue pas à s'apaiser. Ce livre, c'est aussi effectivement un outil pédagogique à destination à la fois des enseignants et puis de leurs élèves pour essayer de démonter justement ce climat en recourant à l'histoire et en recourant aussi, et là je renvoie à votre spécificité à vous, à votre identité à vous, d'anthropobiologiste, en recourant aussi, en cherchant aussi à démonter un langage scientifique ou pseudo-scientifique ou qui se voulait savant justement pour justifier le racisme. Oui, merci. Merci Renaud. Bonjour à tous. Effectivement, moi je suis anthropobiologiste, donc je m'intéresse un petit peu à l'évolution de l'homme et à sa diversité biologique et à sa diversité culturelle. Et alors, comme a dit Renaud, le grand problème, c'est qu'on confond deux choses. Quand on va vous parler de race, parce qu'on continue à parler de race, même si on sait que ce n'est pas un objet scientifique réel, c'est un fantasme, mais on confond une dimension sociale et culturelle avec une dimension biologique. Le fait qu'on ait une peau noire, ce n'est pas c'est une construction. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est quand même une construction sociale et culturelle. Moi, je me suis beaucoup intéressé au corps, donc je suis anthropobiologiste, et ce qu'on voit dans cet ouvrage, on voit que des corps, finalement. Le corps, c'est omniprésent. Et on essaye de bien montrer, de stigmatiser, de déformer le corps de l'autre. Parce que le corps de l'autre, quelque part, nous pose des questions sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Comment on se positionne? Où commence l'autre? Est-ce que c'est le village d'à côté ou est-ce que c'est le continent voisin? Donc nous, en tant qu'anthropologues, on essaye effectivement d'apporter une contribution. Et on a besoin effectivement d'avoir une action pédagogique, je dirais pour les jeunes, bien sûr, mais pas seulement. Je pense pour l'ensemble des citoyens. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont besoin aussi d'être informés, d'être éduqués sur des discours quand même extrêmement bizarres qu'on entend aujourd'hui et qui s'appuient sur des fausses réalités. Je veux dire, on ne peut pas dire, moi je ne laisse pas dire que la race existe aujourd'hui. Il n'y a pas de race biologique, il n'y en a que chez les chiens, ou chez les chevaux, ou chez les vaches. Chez l'homme, il n'y en a pas. Et pour des raisons que je pourrais vous expliquer, mais là je rentrerai dans un discours scientifique qui pourrait être un petit peu pénible. Alors on va... Merci Gilles. Et d'un mot aussi sur ce livre est construit en 4 parties. 4 parties, hiérarchie des peuples,
modélisation du monde, radicalisation des peurs, segmentation des identités. Et ce qui est intéressant, notamment, c'est que dans chacune de ces parties, on s'aperçoit que les stigmatisations de telle ou telle catégorie de population se répondent les unes les autres, sont reliées les unes aux autres en quelque sorte, que l'antisémitisme et le racisme, la ségrégation, la discrimination, le colonialisme, tout ça se renvoie. En fait, il y a des liens qui passent de l'un à l'autre, si j'ose dire, de l'une à l'autre de ces stigmatisations. C'est la question que je voulais vous poser, Chantal Meyer-Plantureux. Vous êtes l'une de ces 15 contributeurs et contributrices qui se sont emparés d'ailleurs d'une image pour la disséquer dans le livre. Vous intervenez dans un chapitre, dans une partie qui est consacrée à l'homophobie et à la misogynie, qui sont aussi évidemment deux formes de discrimination et de stigmatisation. Mais vous y êtes arrivé par un biais bien particulier qui est l'antisémitisme, c'est ça ? Oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait. En fait, je suis chercheur en art du spectacle, même si j'appartiens à un laboratoire d'histoire. Et mon travail consistait à décortiquer les représentations théâtrales et cinématographiques. Et je m'intéressais particulièrement à l'image de l'antisémitisme à travers le théâtre. Et donc, c'était vraiment mon seul sujet il y a quelques années. Mais à un moment, je me suis posé la question de savoir pourquoi chaque fois qu'on représentait au théâtre, et je pourrais parler de grands acteurs comme Charles Dulin, comme Gémier, prenaient comme modèle pour discriminer un juif, un modèle d'homme efféminé, en général très ridiculisé, lui mettait des bijoux partout, le faisait se dandiner. Et donc, pourquoi ce personnage de juif burlesque ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la même discrimination, à savoir que pour montrer le ridicule, le burlesque du juif, comme de l'homosexuel, c'était le réduire à ce qu'ils appellent des femelles, c'est-à-dire des femmes. Donc, on était là au cœur de tous ces sujets, homophobie, antisémitisme, misogynie, et l'efféminement, bien sûr, des homosexuels, ça c'était une évidence pour eux, hein, bien sûr, parce que surtout à l'époque, les homosexuels se cachaient plutôt, je parle de la fin du 19e, plutôt qu'ils ne se montraient, mais les réduire justement à un corps dandinant, efféminé, etc., c'était, pour les homosexuels comme les juifs, c'était les rabaisser au rang d'une femme. Et on voit effectivement donc, tous ces processus de stigmatisation et toutes ces cibles, en quelque sorte, si j'ose dire, sont reliées les unes aux autres par les mêmes mécanismes. Avant d'essayer de joindre dans un instant Alain Mambancou de l'autre côté de l'Atlantique, je vais me tourner vers Pascal Blanchard, et avant ensuite qu'on revienne évidemment sur un certain nombre d'images et de thèmes qui sont dans ce livre. On va commencer par la toute première image. Pascal, la toute première image, c'est la couverture du livre que vous avez dû voir aussi dans mon dos tout à l'heure. Le racisme en images déconstruire ensemble, cette couverture, voilà, ces personnages avec ces bonnets, au visage couvert, ces capuches blanches, etc., et portant ces croix, évidemment, c'est le Ku Klux Klan. Évidemment, nous sommes aux États-Unis. Pas du tout. Nous sommes en Australie. Alors bon. C'est ce qu'on peut appeler l'international raciste. C'est-à-dire que même le Ku Klux Klan est un produit d'exportation américain. C'est le groupe des Cyclopes. C'est incroyable comme nom. En Australie, on est en 1999, on n'est pas au début du siècle. On est à la fin du XXe siècle. Et c'est là où on se rend compte que l'idéologie qu'on pense totalement et uniquement américaine, pas du tout. Elle s'est exportée dans le monde entier parce que le discours suprémaciste, le discours hyper blanc, le discours... Et avec tous les symboles, si vous regardez bien cette image, et je sais que vous l'avez fait, Renaud, vous avez tous les symboles des croisés, vous avez tous les symboles de l'Union du Sud des États-Unis pendant la guerre de sécession, vous avez tous les symboles sur ces uniformes, à la fois d'une vision qui remonte à des siècles entiers, qui vient d'un seul coup s'agréger dans ce discours-là. Et tout le monde comprend en voyant cette image, parce que nous l'avons, qu'il y a à travers cette image-là une forme de défense d'une image hyper blanche et qui devient elle-même une image que l'on s'approprie. S'il s'habille en blanc, c'est pas un hasard. S'il y a cette image un tout petit peu de purification, c'est pas un hasard. S'il y a cette image qui va accompagner un film qui a marqué totalement l'Amérique et Naissance d'une nation de Griffith qui sort pendant la Première Guerre mondiale, c'est un film qui va marquer l'Amérique en profondeur, qui était un des films qui a été un des plus grands succès du cinéma américain et qui construit une nation qui doit être blanche. C'est le destin de l'Amérique. Et quand on connaît maintenant le destin d'un Trump, on sait d'où vient Trump.
Trump est l'héritier de cette longue histoire. Et c'est pour ça que faire le lien entre le passé et le présent, de choisir une image justement qui n'est pas une image du 19e siècle ou du début du 20e, mais une image d'aujourd'hui, on voit que ces images n'ont pas disparu dans leur codification, dans leur signification. Et tous les emblèmes sur ces uniformes sont en fait une sorte de concentré d'images qui pour nous sont complexes à décoder parce qu'on a l'impression que c'est des choses que l'on ne maîtrise pas dans notre société, mais on comprend parfaitement quand on voit les emblèmes de l'extrême droite, par exemple, quand on voit les emblèmes de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, ou quand on voit les emblèmes de la xénophobie du rejet de l'autre. Ce sont des codifications qui renvoient des messages. Et cette image est d'abord un message qui est parfaitement décodé par ceux qui soutiennent le clan. Merci Pascal. Parmi les 15 contributeurs, donc il y a une quinzaine de contributeurs qui chacun interviennent sur une image, qu'ils déconstruisent dans ce livre. Je vous ai dit des intellectuels, des artistes, des écrivains, je peux en citer quelques-uns ou quelques-unes, Rachida Brakni, Yohann Chapoutot, Abdal Malik, Michel Vivorca, l'historien Pascal Horry et bien d'autres, Benjamin Stora ou Lilian Thuram d'ailleurs, lui aussi évidemment très engagé sur ces thématiques, on le sait. Il y a donc notre ami l'écrivain Alain Mabankou. Vous évoquiez à l'instant l'héritage américain, si j'ose dire, de cette thématique, Pascal. Nous allons donc nous tourner vers notre invité américain, si j'ose dire. Bonjour Alain Mabankou, vous êtes donc aux États-Unis. Il faut d'abord vous féliciter pour des tas de choses, bien sûr, pour l'ensemble de votre œuvre, mais aussi pour votre caractère matinal, pour votre courage, puisque avec le décalage horaire, je pense qu'il est très très tôt sur la côte ouest. Vous me le confirmez? Oui, tout à fait. Je pense que quand il s'agit de défendre vraiment ce qui nous initus, notre humanisme, on n'a pas besoin que ce soit 2 heures, 3 heures du matin. On reste debout, on en parle avec la même fermeté parce que la vigilance est la même. Nous sommes tous dans le même bateau et je ne cesse de féliciter tout ce travail qui se fait devant nous avec sérénité, loin de la démagogie. Ça fait parfois mal pour certains, mais on est obligé de continuer le travail parce qu'on ne va pas rester, comme dirait Aimé Césaire, dans l'attitude stérile du spectateur. Merci Alain. Alors Alain Mabankou, dans ce livre, plus précisément, vous intervenez sur une photo en particulier, qui est une photo historique, une photo qui a fait l'histoire, qu'on a vu passer tout à l'heure, qui est donc c'est la photo du podium du 200 mètres aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Podium sur lequel 2 athlètes américains lèvent un point ganté de noir. Tommy Smith, qui était le premier qui a remporté cette course, et John Carlos, qui a fini 3e. Donc il lève ce point ganté de noir, justement pour porter le combat pour les droits civiques et dénoncer la situation faite aux Noirs en Amérique à l'époque. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix, Alain Mabankou, ce choix de ce cliché maintenant entré dans l'histoire? Comment est-ce que vous le décryptez, ce cliché? Parce ce ne sont pas les 2 seuls personnages sur cette photo, il y en a d'autres. Il y a notamment... Voilà. Oui, je pense que cette image m'a toujours marqué parce qu'elle a symbolisé, elle continue à symboliser pour moi une certaine antithèse même de cette culture visuelle du racisme. Tout à l'heure, on a parlé du fait qu'il y avait une omniprésence du corps dans le livre. Et là, vous avez le corps noir qui, d'ordinaire, sert de ridicule, est utilisé ici dans le sens de la révolte. Le fait de lever le poing en l'air et de baisser la tête ne signifie plus « je courbe l'échine », ça signifie que je prends mon destin entre mes mains. On sent dans le poids de ces 2 athlètes noirs américains toute la volonté de faire passer un message, non pas à ceux qui sont dans ce stade, mais un message à la planète entière. Et tout est expliqué ici, que vous voyez peut-être de très près leur collègue blanc qui est devant, qui a l'air plutôt les bras le long du corps, comme s'il était pratiquement dans une situation peut-être de résignation. Et vous avez à côté aussi les 2 personnages, les officiels, qui ont la posture même de ceux qui presque auraient pour peut-être dimension de confirmer le statu quo des choses. Costume, tranquille, le prototype même du blanc de l'époque, un peu déjà âgé, tranquille, mais qui fait, semble-t-il, son devoir. Donc, moi, ça symbolisait peut-être ici une nouvelle lecture, peut-être de la ségrégation raciale aux États-Unis, une nouvelle façon de repenser le rapport
et peut-être un mot qui venait du fond de cette population afro-américaine, disant que ça ne se passera plus comme ça. On a baissé la tête, c'est vrai, mais regardez ce point qui est pointé vers le ciel, ça sera le sens de notre combat. Avec effectivement ces deux mondes qui se croisent et qui s'affrontent. Et quand vous disséquez l'image, et vous l'écrivez Alain Mabanckou dans le livre, il y a effectivement ces deux officiels blancs au pied du podium qui semblent incarner justement ce monde blanc assis sur cette ségrégation. Et cet athlète australien, vous faites remarquer qu'effectivement, il pourrait sembler passif, mais pour autant, vous dites, je vous lis, on le taxerait injustement d'incarner le personnage contre qui les deux Noirs formulent leurs griefs, car il est en réalité un allié, il est solidaire de la cause des Noirs, puisqu'il porte un badge contre la discrimination raciale. Effectivement, on ne le voit pas bien sur la photo, mais ça veut dire que ce combat, justement, en même temps, porté donc par ces deux athlètes noirs, fait des émules, c'est-à-dire progresse aussi, et justement contribue, en gagnant à sa cause, à faire tomber ce discours ségrégationniste. Oui, je pense que l'Australien Peter Norman, puisqu'il est de ce côté-là, il ne se rend même pas compte que derrière lui, il y a des points qui sont levés. Donc lui, il a une certaine expression peut-être de sa solidarité en portant un élément distinctif. Mais le point devient même plus, au-delà, une véritable lecture de l'indignation des autres. Moi, je pense que je suis persuadé que s'il avait conscience qu'il y avait des points qui étaient levés derrière, comme lorsque dans une salle, quelqu'un commence à applaudir, eh bien, là, les gens suivent dans ce sens. Il aurait complété son signe parce qu'il est celui dont le signe de l'indignation doit être véritablement décrypté par l'écusson qui est là, tandis que les autres voulaient vraiment se dire on en a assez d'être au rez-de-chaussée, nous voulons être dehors, il faut qu'on nous voit tels que nous sommes. Vous nous avez exposés, vous nous avez piétinés, eh bien, fini la récréation. Aujourd'hui, la voix de ceux qui sont sans voix, qui ont été sans voix, va s'exprimer et la terre entière va l'entendre en face des dictateurs et de tout ce monde. Alors, Alain Mabanckou, vous qui êtes en quelque sorte, vous avez un pied de part et d'autre de l'Atlantique, si j'ose dire. Quelle est aujourd'hui, à vos yeux, la force de ces images, donc toutes ces images qui sont décryptées, démontées dans l'ouvrage, sur la communauté noire, aux États-Unis et en Europe? Est-ce que l'impact, le poids est le même? Quelle différence y a-t-il? Quel rapprochement y a-t-il? Quel est l'héritage, la trace laissée par ces images de part et d'autre de l'Atlantique? Je pense que les traces qui sont laissées, c'est comme quand vous avez l'image de ce combat de Mohamed Ali et Sonny Liston, où vous avez Mohamed Ali qui est affalé, et puis Mohamed Ali qui regarde Sonny Liston affalé et qui a l'air de lui dire « Lève-toi, moi j'étais venu pour me battre, tu ne peux pas tomber ainsi ». Il y a comme ça des images qui deviennent pratiquement cultes, qui deviennent des images même de combat. On en a vu dans les manifestations de Black Lives Matter, que vous ayez aussi des images qui montrent Malcolm X avec ses fameuses lunettes à monture un peu noire et avec la main qui est posée dans le sens de celui qui observe avec sérénité l'horizon. Ces images ont un impact dans le sens où ça redonne à beaucoup l'espoir que l'humanité est une, et lorsqu'il y a une injustice, eh bien, on s'y attaque. L'image qu'on a de 1968 est pratiquement l'image qu'on a eue avec les Black Lives Matter, où on a eu aussi les Blancs qui étaient là. C'est parfois les Blancs qui menaient les combats à gauche et à droite. Et je pense que nous ne sommes pas vraiment sortis de cet esprit de révolution. Et les images sont là, non pas seulement celles qui nous racontent le piétinement, le côté raciste, etc., mais ce sont les images révolutionnaires que les gens récupèrent, comme par exemple ces jeunes révolutionnaires qui récupèrent la photo du Che Guevara, la photo, je ne sais pas, de Michael Jordan, etc. Ces images ont peut-être la faculté de nous redonner un sens de communication autre. Mais en même temps, ces images ont aussi sillonné le siècle de manière terrible. Et vous voyez que parfois, si on veut s'attaquer par exemple à moi pour me dire que j'ai fait quelque chose que la communauté ou quoi n'aime pas,
tout de suite, on reprendra par exemple l'image du bananien en disant que voilà, ou l'image de l'oncle Tom qu'on va apposer. Je veux dire que tout de suite, il n'y a pas que le blanc qui souffre de certaines images de la caricature. Le noir lui-même, parfois, utilise certaines images qui étaient négatives pour lui dans ce temps-là pour venir caractériser les noirs d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça la chose la plus difficile, la chose la plus douloureuse. Prendre une image qui était une humiliation à l'époque, vous êtes africain ou vous êtes noir, l'utiliser contre un autre noir et après aller se plaindre que les Blancs l'avaient utilisé contre les Blancs, il s'agit d'une grande hypocrisie. Alors, Alain Mamankou, il y a quelqu'un à côté de moi que vous connaissez bien, qui piaffe de vous poser une question. Vous savez qu'il a d'innombrables qualités, mais il est aussi un petit peu bavard. Pascal Blanchard. Non, mais c'est très bien ce que vient de dire Alain, parce qu'Alain vient de faire référence à une image d'un de nos amis qui est dans ce livre, qui s'appelle Achille Mbembe, et qui a été caricaturé depuis 48 heures en banania, parce qu'il a été au sommet France-Afrique, face à Emmanuel Macron, le président de la République. Et sur les réseaux sociaux, depuis 48 heures, il est caricaturé en banania parce qu'il aurait osé parler au président de la République française et parler du devenir de l'Afrique et de la France. Et ce que vient de dire Alain est important parce que ces stéréotypes sont repris, sont déformés, continuent aujourd'hui à blesser et à être des blessures parce qu'ils peuvent être même réutilisés par ceux qui eux-mêmes hier étaient les victimes de ces images. Notre pédagogie, elle est valable. Et c'est pour ça qu'on aime travailler ensemble avec Alain, avec toute l'équipe, les Hélas, les Mani et nous tous. C'est que ces images, on en connaît la portée et la violence et qui continuent aujourd'hui à être utilisées pour blesser ceux justement qui veulent déconstruire ces images. Et tu viens de le dire, cet exemple par rapport à l'image d'Achille Mbembe qui a été trahi. Et aux États-Unis, on voit cette violence qu'il y a, puisqu'en Europe, comme aux États-Unis, il y a cette idée de dire il faut faire disparaître les traces du passé. Et avec Alain, comme beaucoup d'autres, nous pensons qu'au contraire, il faut expliquer ces traces du passé pour justement les déconstruire de leur violence. Les effacer ne suffiront pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui aux États-Unis vis ça de très très près. Faut-il effacer ou faut-il expliquer? Quelle est ton approche, la tienne, et quel est ton regard sur ces images du passé? Moi, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas les effacer, puisque à ce moment-là, si vous les effacez, pourquoi vous voulez avoir affaire à des historiens? Pourquoi vous allez étudier? On étudie aussi les choses. On ne peut pas, à chaque période de l'histoire, choisir ce qui va gouverner notre destin historiquement, choisir notre passé, prendre ce qui nous arrange et qui n'arrangera pas peut-être les générations futures. Parce que ça s'appelle aussi une mémoire sélective. Et je suis contre cette mémoire sélective qui est une sorte de dictature intellectuelle. C'est-à-dire que vous considérez qu'il faut que je décapite, par exemple, tel personnage parce qu'il incarne la colonisation pour mettre tel autre parce qu'il incarne l'anticolonialisme. Et un personnage parfois auquel on n'avait pas fait beaucoup de recherches, tout simplement parce que nous sommes dans une époque où les gens veulent jouer cet excès de zèle culturel, cet excès de zèle même de la quête de la mémoire. Moi, j'ai toujours été de ceux qui refusaient de mettre des avertissements, de ceux qui refusaient de mettre quoi que ce soit, mais il fallait mettre aussi à côté de ces images, on peut mettre des contre-lectures aussi. Je veux dire que l'histoire se fait. S'il y avait un colon, eh bien, l'histoire du colonisé sera à côté et c'est aux chercheurs, à ceux qui voient, de regarder les deux parts de l'histoire. Même quand vous allez au tribunal, le principe même du tribunal, c'est un jugement contradictoire. Si vous êtes tous d'accord, pourquoi vous allez au tribunal? Restez à la maison. Donc, le jugement de l'histoire est une science contradictoire aussi, tout comme le droit, tout comme la littérature. Mais alors pourquoi aujourd'hui, puisque nous sommes dans un élan pratiquement de ce qui pourrait être appelé un certain regard du colonisé dans le sens peut-être même de la revendication, tout doit être lu de façon péremptoire. La science n'est pas péremptoire. Il faut avoir des nuances parce que ce qui est valable aujourd'hui, eh bien, les générations dans 50 ans peut-être vont contredire tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que les anciens ont fait? Pourquoi nous ont décapités là? On ne sait plus qui est Danton, on ne sait plus qui est Félix Eboué, on ne sait plus qui est René Marron. Par exemple, quand nous traçons le portrait de René Marron, est-ce que nous savons tout de René Marron? On célèbre les 100 ans de Batouala. Est-ce qu'on a entendu un raisonnement contradictoire là-dessus? Non. Il
faut faire quelque chose de bien, il faut polisser, il faut dire que René Maran n'a jamais côtoyé les extrêmes droites, n'a jamais écrit dans les trucs de l'administration coloniale, qu'il a écrit un roman contre la colonisation, bien que lui-même, il était du côté de l'administration coloniale. Un personnage ne périt pas parce que sa vie a été entachée par une activité qu'il a faite à côté. Sinon, nous ne lirions plus Louis-Ferdinand Céline. Et toute petite dernière question, Alain Mabanckou, avant de vous laisser peut-être profiter de cette très longue journée qui vous attend maintenant, puisque vous êtes donc levé et nous en sommes très heureux aussitôt. Est-ce qu'on a une idée, ou quel est votre regard, votre analyse sur le poids de ces images, de cet héritage, donc en images? On a évoqué les États-Unis, on a évoqué l'Europe, mais en Afrique, comment aujourd'hui, justement, cet héritage-là est perçu, disséqué en Afrique, à vos yeux? Alors, curieusement, je veux vous dire que les Africains étaient parfois amusés. C'est peut-être le sens même de la beauté de l'innocence. Un Africain, nous, quand on était petits, quand on lisait les Tintins au Congo, on éclatait de rire, parce qu'on savait que ce n'était pas nous. On ne parlait pas comme ça, mais on s'amusait. Ça nous donnait un moment de casser un peu la monotonie de ce qu'on avait. De dire, ah tiens, allons voir un peu les aventures. Et on riait de la même manière qu'on riait des aventures de Blake le Rock avec le petit Roddy qui était là-bas, de Tex Willer. Pour nous, c'était une bande dessinée qui nous amusait. On savait bien que ça n'existait pas. On savait bien que c'était le fruit de l'imagination. On savait bien qu'on ne ressemblait pas à ces Africains à qui Tintin venait apprendre, je ne sais pas, la conjugaison, l'arithmétique, etc. Le problème de l'influence de ces images est un problème de la conscience occidentale sur ce qu'elle a fait. Et la peur de se regarder et la peur que nous puissions regarder. Moi, aujourd'hui, quand j'ai besoin de respirer, je lis Tintin en commun. Ça me fait du bien. Que celui qui vient de me dire quoi que ce soit, c'est son problème. Ça me fait du bien. Alors, donc, en attendant, si les censeurs vont censurer ça, eh ben, j'ai acheté 10 exemplaires que j'ai cachés quelque part pour porter à ma descendance. Merci, voilà. Merci Alain Mabanckou. Merci Alain. Merci beaucoup pour votre participation. Et voilà, Tintin, dont rappelons-le, donc ça n'est pas de l'histoire pour le coup. Là, ça n'est pas un livre d'histoire, donc merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous et bonne journée, à très bientôt. Merci, à bientôt. Je me tourne vers vous, Gilles Butch, parce qu'il y a une thématique sur laquelle vous vouliez intervenir et qui est très présente aussi évidemment dans l'ouvrage, justement sur ces stigmatisations, ces mythes entretenus à l'égard des Noirs d'Afrique, etc., par le colonisateur. C'est l'image du cannibale qui apparaît. Il y a des images qui renvoient à cette mythologie à plusieurs reprises, évidemment, dans l'ouvrage. Oui, merci. Le cannibale est quelque chose de très important. Mais d'abord, ce que je voudrais dire à la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que évidemment le corps est omniprésent. Et ce qu'on voit bien comment se construit le racisme au cours du temps dans l'image, c'est que le corps de l'autre, c'est pas un corps d'humain quelque part. Que ce soit dans la caricature, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la publicité, il est un peu en dehors de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il nous gêne et qui nous dérange. Et alors le cannibale est extrêmement intéressant parce que vous savez, quand les Européens ont débarqué en Amérique, la première chose qu'ils ont dit, c'est « Mais ces Indiens, ce n'est pas des humains. Ils n'ont pas d'âme, ils ne sont pas comme nous. » Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, ils sont tout nus. Alors déjà, la nudité, c'était déjà la bestialité absolue. Et en plus, ils sont cannibales. Et on va mettre 150 ans à leur accorder une âme. À cause de ça. À cause du fait qu'ils soient cannibales et du fait qu'ils se déplacent nus. En Afrique, évidemment, on va reprendre le thème du cannibale. Parce que le cannibale, c'est quelqu'un d'inquiétant, qui dérange, qui fait peur, qui n'est pas du tout comme nous, c'est plus proche de l'animal que nous, etc., etc. Et du coup, il nous met un petit peu mal à l'aise. Mais il confirme bien qu'il n'est pas dans l'humanité. Et donc, on va le retrouver dans plein de pubs, comme
Free Time. Il y a une publicité Free Time qui date, du blanc, voilà. qui date quand même. C'est une pub pour donc pour du poulet en fait, pour du blanc de poulet. Un blanc de poulet. C'est d'un goût assez... bien du blanc, c'était du blanc de poulet, bien sûr. Allez-y, Gilles. Ouais, voilà. Et c'est une publicité des années 80 qui date de 1986 de mémoire. Je ne la retrouve plus évidemment. C'est pas très vieux, oui, 1986. Voilà. Qui démontre bien comment les stéréotypes durent et perdurent, parce que la pub reprend le vieux slogan, et les pubards de l'époque trouvent ça tout à fait normal de comparer un blanc de poulet dans une pub qu'on va manger chez Free Time avec le blanc. Et qui est-ce qu'on met en dessin ? Un sauvage, sorcier, africain, avec bien sûr l'os dans le nez, et c'est la totale. Voilà. Là, ils ne mangent pas un missionnaire, parce qu'à l'époque, ils mangeaient surtout des missionnaires, mais soi-disant, dans l'iconographie. Or, le cannibalisme, moi je suis anthropologue, donc je connais un petit peu, le cannibalisme est quelque chose qui a existé évidemment dans les populations, pas trop en Europe, quoique, mais en Afrique, en Nouvelle-Guinée, en Amérique du Sud. Mais le cannibalisme, on ne mangeait pas un beefsteak. C'est des choses extrêmement complexes, très dures à expliquer. On va enterrer son ancêtre qui vient de mourir en soi, pour pas qu'il aille se promener la nuit et venir vous gratter les pieds. Des choses comme ça. Donc il y a une raison culturelle qui explique et qui fait que. Bon. Et nous, évidemment, on ne tient pas compte de ça en général. On va à l'essentiel, c'est-à-dire, vous voyez, ils mangent de l'humain, donc ce n'est pas des humains. C'est des... voilà. Je voudrais peut-être parler aussi... Allez-y, Gilles, allez-y. Du blanchiment. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on va bien retrouver aussi... Alors, justement, juste pour vous lancer, si j'ose dire, le blanchiment, alors il y a les imageries où effectivement le colon est toujours tout de suite, cherche à blanchir plus ou moins dans la représentation la peau du colonisé. Et puis ensuite, il y a des publicités qu'on va évoquer aussi, qui remontent aux années 30 pour ce qui est de la France, notamment, pour des publicités notamment pour des lessives, voire plus récentes. Et puis il y en a une qui est toute récente et qui n'est pas française, chinoise, une publicité de 2016. Donc on voit que effectivement le racisme et la stigmatisation sont évidemment ce qu'on sait planétaires, et qu'il y a quand même des modes de communication qui persistent par endroits, alors qu'on ne peut pas imaginer une publicité comme cette fameuse publicité chinoise qui date de 2016, aujourd'hui en France, évidemment. Ouais, j'aime bien ce que vous dites, parce que ça montre bien effectivement qu'il y a une continuité dans tout ça. Je veux dire, ce n'est pas un discours sur le coup, c'est quelque chose de profond. En ce qui concerne le blanchiment, évidemment, les marques de lessive, pour montrer vraiment que leur lessive était efficace, eh bien, il avait un noir, entre guillemets, avec cette lessive qui devenait blanc, basique. Il n'empêche que, comme vous l'avez dit, mais il y a d'autres pubs de grandes marques de produits cosmétiques, que je ne citerai pas, qui utilisent aussi ce concept, non pas de blanchiment, mais d'éclaircissement de la peau, et on se rapproche à ça. Et là, on est dans le contemporain, on est dans l'aujourd'hui. C'est des discours qui existent aujourd'hui. Donc ce problème du blanchiment, ça consiste quelque part à dire, grâce au blanchiment de la peau, eh bien, on va vous sortir de l'humanité. On va vous rendre plus humain. Et ça, tant qu'on ne sortira pas de ça, je pense que la société n'ira pas très bien. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que tout le monde avait les codes. C'est-à-dire que quand une publicité de lessive ou du charbon d'ailleurs, avec le charbon ou l'huile, tu as Blanco sous la main avec l'huile. Publicité des années 40, fin des années 40, 1947, Blanco blanchit, ravive, détache, désinfecte. Et on met un noir qui a la moitié du visage tout blanc et l'autre moitié toute noire. Tout le monde comprenait. Tous les mots ont un sens. Ravive, détache, désinfecte. Exactement. Le non-humain a besoin d'être désinfecté. Exactement. Et pour être ramené dans l'humanité, la seule référence de l'humanité, ce serait la blancheur. Nous, on pense que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient besoin de décoder ça, mais ils n'avaient pas besoin de décoder. Ces publicités fonctionnaient extrêmement naturellement. C'était des codes en fait sociétaux qui avaient pénétré. Et quand on voit ces publicités chinoises dont tu parles, qui est complètement incroyable, vas-y, tu l'as sous les yeux. Alors cette publicité chinoise que j'ai sous les yeux, vous la verrez pas d'ici évidemment, mais qui est donc page 200 Achetez dans le livre, l'ouvrage. vous aurez la référence. Page 200 dans l'ouvrage que vous pourrez vous procurer à l'issue de cette rencontre. Stand 50, évidemment, le stand d'édition La Martinière. C'est donc une publicité pour une lessive Kiaobi de Shanghai, un spot publicitaire qui date de 2016, donc c'était hier, c'est aujourd'hui, où on voit donc une femme chinoise qui s'empare d'un jeune homme, en quelque sorte, noir, lui, le plonge donc dans la machine à laver au moment de faire la lessive, et il en ressort avec des traits asiatiques. Il est chinois lorsqu'il ressort de cette machine à laver. Il n'est pas blanc, il est chinois, c'est intéressant. Oui, voilà. La référence, la norme, c'est un chinois. Voilà. Et que donc la lessive est capable de faire d'un noir, donc elle va le nettoyer, un chinois. C'est donc une lessive parfaite parce qu'elle arrive même à vous transformer un noir en chinois. Et là, on ne parle pas du 19e siècle.
Cette publicité a été vue par des centaines de millions de personnes. Et quand on a interrogé d'ailleurs en Chine la marque, elle a dit oui, mais vous, les Européens, vous êtes très, très susceptibles. OK. Donc on voit bien que nos codes, que l'on pense occidentaux, en fait, sont totalement mondialisés. Ce que l'on peut voir en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Brésil, en Chine, au Japon, en Inde, aujourd'hui, ces codes, quand vous prenez par exemple les bandes dessinées en Thaïlande, aujourd'hui, les méchants, ou dans les mangas japonais, les méchants sont noirs. Ils ne sont pas blancs. Donc ce rapport-là, c'est totalement internationalisé. Donc travailler sur cette culture du visuel, dont on pense que c'est un sous-produit du discours qu'il y a, ou quand on travaille sur l'antisémitisme, on en parlait tout à l'heure, les codes n'ont pas disparu. Et ils peuvent remonter à très très loin, au haut Moyen-Âge. Sur l'antisémitisme précisément, le juif est souvent, et ce code effectivement remonte très loin, il est souvent assimilé à une sorte de maladie en quelque sorte, j'allais dire de virus, c'est-à-dire d'être malsain qui contribue à polluer, entre guillemets, en tout cas à salir la race. Oui, oui, bien sûr. Alors ça, c'est une des grandes constantes de l'antisémitisme. Il y a un livre d'ailleurs de Dubec qui est paru dans l'entre-deux-guerres. Tous les mots sont bacilles, virus, maladie, peste, etc. Et donc qui contaminent évidemment la personne saine qui est l'arien. Ça, c'est une constante. Je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit tout à l'heure à propos de nettoyer l'histoire et enlever les... J'ai une anecdote... Bien sûr, c'est vraiment un gros sujet. Évidemment, là, on est au cœur du débat public aujourd'hui. J'ai une anecdote qui est un peu risible. C'est la mairie de Paris qui veut nettoyer les noms des rues et qui a enlevé le square Villette. Alors Villette était un grand dessinateur extrêmement connu, très très talentueux, qui a eu évidemment sa période antisémite, comme beaucoup de personnes à la fin du 19e siècle, et qui faisait partie d'un parti qui s'appelait Antisémite. Il y a une affiche au musée d'art et du judaïsme d'André Villette qui se présente aux élections parisiennes. Il a recueilli 0,02% des voix. Donc ce n'était pas non plus quelque chose d'effrayant. Donc ils ont débaptisé ce square André Villette pour l'appeler Louise Michel. Alors Louise Michel, la Vierge Rouge, la Commune, etc. Moi, j'ai travaillé sur Louise Michel. Je suis allée aux archives Louise Michel à Amsterdam. Et il se trouve qu'elle a écrit une pièce très sympathique, totalement antisémite, qu'évidemment le chercheur d'il y a quelques années ne pouvait pas connaître parce qu'ils ne sont pas allés voir les archives Louise Michel, et ça s'appelle Shylock, donc c'est très clair, et c'est un juif qui en fait est en train de contaminer la bourse. Oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi toute une histoire et toute une tradition d'extrême gauche de l'antisémitisme, effectivement, parce que le juif était assimilé aux puissants, aux banquiers, etc. Mais de toute façon, il est tout, le juif. Il est, soit c'est un communiste avec le couteau entre les dents, dès que la révolution russe, soit c'est un capitaliste, c'est les Rothschild, soit c'est un usurier, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Il a toujours toutes les tares. Ça, c'est absolument... Et dans les représentations d'aujourd'hui qui perdurent, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un carnaval en Belgique où toutes les marionnettes sont des caricatures de juifs. Et ça se promène. Et quand on interroge les responsables de ce carnaval, c'est de l'humour, c'est toujours de l'humour. Et tous les ans, il y a ce carnaval. Et ça ne choque personne. Comme le carnaval de Dunkerque qui a fait débat sur les personnages noirs, parce que dans la culture populaire, ce qu'on pense qui a complètement disparu, quand on regarde les carnavals en Allemagne, en Belgique, dans le nord de la France, Nice, il y a toujours eu des personnages de la culture populaire qui étaient en fait d'énormes caricatures, toujours très provocantes. Alors avec ce côté, l'excuse c'est humoristique, mais en même temps l'humour, et on le voit bien dans le livre, rapporte en permanence les stéréotypes les plus courants et les fait passer enfin d'une manière extrêmement naturelle par le prétexte de l'humour ou de la dérision. Voilà, c'est là où on est toujours dans un jeu très complexe d'arriver à décoder les choses. Justement, l'humour, parlons-en de l'humour. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement important et vous vous y penchez dans cet ouvrage de façon extrêmement précise parce que c'est un outil auquel, justement, on a recouru par le passé et parfois encore aujourd'hui, évidemment, pour stigmatiser des populations. Est-ce que c'est à vos yeux, il y a donc ce chapitre notamment humour et stigmatisation, où on voit des photos parfois ou des caricatures qui contribuent notamment à
infantiliser le noir, hein, à en faire vraiment un être pas très développé, pas très malin. Je lis par exemple les extraits de l'année psychologique 1949. Je vous lis cette phrase qui est absolument terrible et qui est illustrée ensuite par des dessins. Jusqu'à 8 ou 9 ans, je cite, « Le gamin noir est au moins aussi malin que le gamin blanc. Vers la puberté se produit une sclérose due aux excès sexuels. » Voilà. Et donc ça, là, on est en 1949, pas 1800, hein, pas 1700, pas 1600, non, 1949. Donc est-ce que... Alors, il y a des croquis, ensuite des dessins qui se prétendent humoristiques et qui contribuent justement à infantiliser le noir. Est-ce que cette arme de l'humour vous semble particulièrement, du pseudo-humour, hein, vous semble particulièrement dangereuse? C'est-à-dire qu'elle peut paraître anodine, voire bon enfant en quelque sorte, mais elle peut contribuer à installer des préjugés de façon quasi inconsciente et quasi permanente. Parce que c'est 1000 fois plus simple de passer par l'humour. On a l'impression que ce n'est pas grave, puisque c'est de l'humour. Alors qu'en fait, l'humour fonctionne d'abord sur des codes qui sont par définition établis. Si Michel Leb fait un tel succès à son époque, c'est que tout le monde sait ce que veut dire le langage petit nègre. Et quand il imite un chinois, tout le monde a compris tout de suite. Et quelque part, son spectacle, il va prétendre qu'il est humoristique, comme ses cartes postales avec ces jeunes noirs avec les yeux en boule de loto. Alors nous, Français, on se dit, pourquoi des boules de loto? Très bonne question, Renaud Dely. Je vous reconnais bien comme grand journaliste. Ouais. Et ben, répondez à ma question. Les yeux en boule de loto, c'est quoi? Dans la culture américaine, dans les spectacles des minstrel shows, sur scène, des vrais acteurs, grimés blancs, grimés en noir, jouaient tout le temps avec les yeux qui tournaient. Nous, Français, on ne connaît pas forcément ce code-là. Mais aux États-Unis, tout le monde décode. Et dans les cartes postales, on voit la même chose. Il cherche ses idées dans son cerveau, car son cerveau est perdu dans sa tête. Et les yeux en boule de loto, c'est le personnage qui chercherait pour essayer d'être intelligent. Si nous, on veut décoder ça, aujourd'hui, on va avoir du mal, parce que là, on l'a un petit peu perdu, on nous a pas appris. Mais à l'époque, fin 19e, début 20e, c'est un code qui est totalement établi, parce qu'il est dans le monde du cirque, dans le monde du spectacle, dans le monde des minstrel shows, au cinéma. On le retrouve dans les premiers temps du cinéma avec des acteurs noirs. Et dans la culture américaine, c'est une évidence. Et c'est là où on voit comment aussi les cultures raciales mutent, prennent des codes nouveaux. Ce que vient de dire Alain, par exemple, sur notre ami Achille Mbembe qui se fait caricaturer en Banania, c'est parce que tout le monde sait ici que quand on parle de Banania, c'est ce brave noir qui servirait les Blancs, le tirailleur sénégalais. Nous avons ce code-là, et tout le monde comprend l'image Banania en 2 secondes. Alors qu'un code comme celui-là, on parlait ensemble tout à l'heure, par exemple, de cette culture de la pastèque aux États-Unis, dans la caricature raciste. Alors, pourquoi la pastèque? Ah, merci, Renaud Dely, de votre question. La pastèque, nous, ça nous dit rien. Mais dans la culture américaine, ça renvoie à l'esclavage, à ces petits lopins de terre qu'avaient les esclaves et qui vendaient des pastèques sur le bord des routes et qui les mangeaient de manière sale en mangeant ces pastèques au bord des routes et pas avec des couteaux et des fourchettes comme on fait dans la bonne société du Sud-Amérique. Mettre un noir à côté d'une pastèque, c'est expliquer qu'il mange salement, qu'il n'est pas civilisé. Et jusqu'aux années 80-90, vous avez des tonnes de caricatures aux États-Unis avec la pastèque qui ne veulent rien dire pour nous, Français. On ne comprend pas. Par contre, si on dit à un Américain pourquoi on insulte un Arabe en France en le traitant de melon, nous, on sait d'où ça vient, alors qu'un Américain ne veut pas comprendre. Il y a à la fois des codes mondiaux et des codes propres à chaque culture, à chaque spécificité. L'antisémitisme est un exemple d'une image universelle. Tu parlais tout à l'heure de l'image des Juifs. Pourquoi les Juifs sont comparés toujours dans la caricature, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, à des animaux? Le tic, le porc, le vautour, le rapace, le serpent. Soit c'est des animaux sales, porteurs de maladies, soit c'est des animaux dangereux qui vivent sur la vermine et sur la charogne. Et tous ces animaux, au moment de l'affaire Dreyfus, tous les Dreyfusards vont être caricaturés avec ces animaux malfaisants. Et le porc particulièrement, parce qu'évidemment, ça rappelle l'interdiction de manger du porc dans la cuisine juive. Le porc est très, très utilisé pour caricaturer les juifs. Vous évoquiez l'affaire Dreyfus, il y a une caricature d'ailleurs dans le livre qu'évidemment je ne retrouve pas là, mais qui effectivement représente tous les défenseurs de Dreyfus, notamment Zola et bien d'autres, en animaux. Ce sont tous effectivement des animaux parce qu'ils défendent l'innocence du capitaine Dreyfus. À propos de l'humour, je voudrais juste citer quand même, vous trouverez ça aussi dans le livre, le témoignage parmi les 15 contributeurs donc, qui commentent des images, qui les décryptent, de Lilian Thuram, dont on connaît l'engagement avec sa fondation, évidemment, dans le combat antiraciste, qui raconte, qui évoque un dessin animé qui parle, en tout cas à ma génération, qui s'appelait La Noiraude, qui était diffusé dans les années 70. Je cite juste le début de ce dessin animé. La Noiraude en question, c'est une vache. Hein. C'était
c'était vécu comme tel d'ailleurs par la plupart des gamins, et j'avoue, c'était mon cas à l'époque, j'avais 10 ans, comme étant totalement anodin, comme étant totalement bénin, anodin, neutre. Or, quand je lis le témoignage de Lilian Thuram, et nous avons à peu près le même âge, non, pas tout à fait le même niveau footballistique, mais nous avons... Oui, enfin, je vous en prie. Voilà, quand je lis Lilian, je vous lis juste quelques lignes. Lilian Thuram, donc à propos de ce dessin animé La Noiraude. Lorsque j'arrive à Paris à l'âge de 9 ans, j'entre en classe, donc il est guadeloupéen, Lilian, j'entre en classe de CM2 à Bois-Colombes. Des enfants de ma classe m'insultent en me traitant de sale noire et d'autres m'appellent La Noiraude. J'ai immédiatement compris que c'était très négatif. La Noiraude est un dessin animé télévisé diffusé sur TF1 à la fin des années 70 dans l'émission phare de cette époque, L'île aux enfants. La série comportait une 60aine d'épisodes de 3 minutes chacun. Je ne connaissais pas ce dessin animé car en Guadeloupe, il n'y avait pas la télévision à la maison. Cette vache noire était dépressive, elle n'arrêtait pas de dire des bêtises, etc., etc. Et donc, un dessin animé qui, à l'époque, pouvait sembler aussi anodin pour des gamins, et en l'occurrence pour des gamins blancs en particulier comme moi, en lisant votre livre, je comprends que cette image-là, cet imaginaire-là, produit aussi des dégâts et installe effectivement des stéréotypes dont on n'avait pas forcément conscience à l'époque. Et on le comprend maintenant quand on travaille sur ces images, comment elles ont pu fabriquer quelque chose qui peut toucher l'individu. L'image dévalorisante des femmes, par exemple. Je te vole ton sujet, 2 minutes. Hein. Mais j'allais vous interroger dessus. Elle n'est lisible qu'aujourd'hui quand on se pose la question comment la culture des hommes a pu fabriquer l'illégitimité des femmes, par exemple sur le droit de vote, sur exercer certains métiers. Tu as les caricatures dans le livre où on voit une femme qui va devenir avocate. On n'imagine pas aujourd'hui comment ces images ont pu être, à l'époque, sclérosantes, bloquantes, empêchantes pour des femmes qui voulaient simplement exercer le métier qu'elles avaient envie d'exercer. Ça a de l'impact. Ces images ne sont pas neutres. On pourrait penser, comme Lilian, qu'il aurait pu ne pas regarder la télé. Mais quand les gamins vous appellent la Noiraude à l'époque, à l'école quand vous y êtes, eh ben ça vous touche. Une fois, c'est peut-être pas grave, 10 fois, 20 fois. Et ben, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces images, elles ne fabriquent pas simplement ce qu'on pourrait appeler de l'hégémonie politique ou du discours violent. Ça fabrique aussi dans la vie de tous les jours des choses qui vous humilient, qui vous rabaissent ou qui vous fait traiter de cannibale. C'est ce que disait Deninx quand on discutait avec lui dans l'image qu'il choisit. Lui, il a cru... Didier Deninx, qui est dans le livre, en romancier, il a cru jusqu'à l'âge de 18 ans que tous les Kanaks étaient cannibales. Parce qu'il avait lu un livre sur les Kanaks cannibales. Et il a fallu qu'il se mette à réfléchir, devenant adulte, sur ce qu'on lui avait appris, qui était devenu une croyance. Ça veut dire quoi ? Il avait peur des Kanaks. Et pour lui, c'était naturel d'avoir peur des Kanaks, puisqu'ils étaient cannibales. C'est la même chose dans les deux sens. Vous fabriquez des choses qui deviennent des évidences, pas forcément scientifiques, comme dirait Gilles, mais quelque part des éléments qui vous permettent de comprendre que le stéréotype, c'est certainement la première chose qui nous permet de décoder l'autre. Justement, les femmes, Chantal Meyer-Plantureux, c'est là qu'on voit que Pascal Blanchard a mis un homme, parce qu'il est vraiment très bavard. Donc je vous cède la parole, même si je pense qu'effectivement, un homme, comme il l'a fait à l'instant, peut aussi défendre évidemment les droits des femmes. Et l'égalité, justement, lutter contre les stéréotypes qui leur sont infligés, puisqu'il y a un chapitre qui est avec des caricatures extrêmement parlantes. Vous évoquiez celle de la femme qui veut devenir avocate. Il y a aussi des caricatures ou des photos ou des affiches qui illustrent la réduction, la diminution, l'instrumentalisation de la femme en tant que femme-objet. Et on s'aperçoit que dès que la femme est émancipée, obtient le droit de vote, elle devient dangereuse, en fait. Ça, c'est une évidence. Il y a une phrase très... Et ça rejoint aussi l'antisémitisme, parce que j'ai beaucoup plus travaillé sur la présentation des femmes juives. Il y a une très belle phrase de Jouvet qui parle de ces femmes juives qui sont des intellectuelles. Alors, intellectuelles est très mal perçu. Ce n'est pas du tout un compliment. C'est une femme qui n'est pas maternelle, qui n'est pas une épouse, qui n'est pas une chrétienne, et qui est... alors, dans la représentation théâtrale, il y a tout un tas de pièces là-dessus, où la femme juive va corrompre l'homme chrétien parce qu'elle est libre, parce qu'elle a divorcé, qui est en plus qui est complètement une erreur sur la société juive de l'époque, mais enfin bon, peu importe. Et donc l'émancipation de la femme, c'est réservé aux juives et pas à la bonne femme chrétienne qui va être mère de famille, etc. Et je pense que plus que les stéréotypes sur la femme, ce qui est induit par les publicités, par les livres, par les représentations de la femme, c'est l'image idéale d'une femme. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur de lutter contre cet idéal de femme. Alors, c'est quoi une femme idéale, justement? Alors, la femme idéale,
à ma génération, hein, je suis ancienne, c'était une femme qui se mariait, qui avait des enfants, qui tenait bien son foyer. Ma belle-mère m'avait donné un petit livre qui était édité par Elle, le magazine Elle de la femme libérée, soi-disant. Et par exemple, il y avait la femme qui, pour retenir son mari, devait savoir cuisiner. La femme qui ne pouvait pas sortir en cheveux, qui ne sortait pas sans gants. Ma mère m'obligeait à mettre des gants quand j'étais petite parce qu'on ne montrait pas ses mains. Donc c'est toutes ces images d'une femme idéale qui était beaucoup plus prégnante qu'une caricature violente comme on voit en effet quand on réduit les juifs aux animaux, etc. C'était plutôt le stéréotype d'une femme idéale qu'on n'atteignait jamais, évidemment. Et on décourageait nos parents. Parce que moi, ma mère, elle retrouvait les gants en boule sous l'armoire. Je l'ai beaucoup déçue. Oui, Gilles. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux cannibales. Vous savez, à Paris, en 1889, c'est une ouverture sur les zooms. En 1889, à Paris, il y a eu une grande exposition universelle où il y avait un pavillon de l'anthropologie. Et dedans, il y avait effectivement des Kanaks. Et alors moi, je suis tombé sur un compte-rendu d'un des commissaires de l'exposition qui était outré parce qu'il disait que voilà, on obligeait des gens de Nouvelle-Calédonie à jouer au cannibale. Alors on mettait des os devant eux, etc., etc. Il dit, et dès que l'exposition était terminée, ils sortaient leur journal, parce qu'il y en a un, il était facteur, et l'autre, il était instituteur. Et donc là, ça renvoie évidemment aux zoos humains, c'est-à-dire... Qui ont été... T'as vu l'ouverture, là? Oui, j'ai vu l'ouverture. Et ça renvoie aux zoos humains, mais au les jardin d'acclimatation à Paris. Et alors on se dit, bon, bah, les zoos humains, épiphénomène peut-être de l'histoire. 1931, voilà. rappelons. Et qui vont à peu près durer 70 ans en Occident, aux États-Unis et au Japon. Mais quand on se dit, OK, c'est le premier contact peut-être de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents à l'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voyageaient pas. Et là, ce n'était pas des images sur le papier. C'était des images qui se mettaient en mouvement avant le cinéma. C'est-à-dire qu'on allait voir le sauvage pour se divertir. On va se dire, bon, nos grands-parents avaient quand même cette capacité de prendre une distance sur ce qu'ils voyaient. Mais ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas le web, ils n'avaient pas Internet. Ils n'iraient jamais en Nouvelle-Calédonie, en Afrique, au fin fond de l'Amazonie. Donc ce qu'ils voyaient, ils pensaient que c'était vrai, alors que c'était fabriqué comme les images, comme des fake news. C'était du faux. On faisait jouer, tu viens de le dire, Gilles, à des facteurs, à des instituteurs, aux cannibales. Aujourd'hui, quand on se pose la question de ce qu'il en reste, certes, on a une lecture critique, mais n'oublions pas que ces idéologies-là, du spectacle, du spectaculaire, de l'humour, comme on les appelle, ont produit des idéologies de la différence. L'apartheid, la colonisation, le nazisme, le fascisme, l'eugénisme, la ségrégation aux États-Unis, et dont on est sorti il n'y a que très peu de temps. C'est Thuram qui dit aussi cette phrase, je trouve très intéressante. N'oublions pas qu'il a fallu attendre la fin des années 80 et le début des années 90 pour sortir de l'apartheid. Donc ces idéologies ont traversé le temps et on se sont appuyés sur ces cultures populaires. S'il n'y avait pas ces cultures populaires, ces discours-là ne fonctionneraient pas d'une certaine manière, car ça devient des croyances politiques. Justement, l'apartheid, je voulais évoquer ce sujet, puisqu'il y a un chapitre consacré à l'apartheid et à la ségrégation, avec des documents là aussi stupéfiants, et notamment une imagerie des symboles qui évidemment rappellent dans l'imagerie des partisans des afrikaners, des partisans de l'apartheid, qui rappellent peu ou prou l'imagerie nazie. On a ce drapeau rouge avec un rond blanc et trois triangles en quelque sorte, trois équerres plutôt d'ailleurs noirs qui ressemblent évidemment de loin, ce qui renvoie à la svastika et à la croix gammée, en l'occurrence portés par des jeunes militants, des jeunes défenseurs donc, de l'apartheid. On est dans les années 80, en 1986. Cette question, ce débat, et Alain Mabanckou en a beaucoup parlé tout à l'heure, et vous avez réagi, ce débat sur que faire ensuite quand on sort justement d'un régime aussi insupportable, intolérable, antidémocratique que l'apartheid. Que faire de cette mémoire, de ce passé? Comment se pencher dessus? Comment en parler ou pas? Faut-il l'effacer, le déboulonner justement, ou essayer de le disséquer? Cette question, elle s'est posée très clairement au moment de la sortie de l'apartheid, et elle s'est posée au premier chef, à Nelson Mandela lui-même. Comment a-t-il répondu? Les leaders de l'ANC en Afrique du Sud avaient un élément qui était pour eux inacceptable, c'était ce temple que les Blancs avaient construit à côté de Pretoria, qui glorifiait
le système African et autres, qui était à 40 km de Pretoria, et c'est à peu près 4 fois grand comme notre Panthéon, et qui est le temple qui raconte l'histoire de la culture africaine, de l'emprise sur notre territoire, avec toute l'histoire, avec les chariots, avec une lumière un peu comme dans le film Le 5e élément de Besson, qui rentre à l'intérieur du temple. C'est un endroit surréaliste. Et c'est vraiment le temple de la culture blanche. Et l'ANC, une des premières demandes qu'ils font à Mandela, c'est « on va détruire ce lieu symbolique du pouvoir blanc ». Et Mandela leur dit « mais vous êtes complètement malade. Si on détruit ce lieu, comment on va expliquer à nos enfants, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ce qu'était l'apartheid ?» Alors il leur a dit, c'était son parti politique, hein. Il leur a dit, on ne va pas le détruire. Et deux, on va faire un musée national de ce lieu. Et on va avoir des guides qui vont expliquer notamment aux touristes et aux futures générations ce qu'était l'apartheid. Parce que si on le détruit, ce lieu, personne ne nous croira dans 50 ans que dans ce pays, des Blancs pensaient le monde comme ça. Et je trouve que la réflexion de Mandela, qui, sur beaucoup de sujets, et notamment celui-là, était brillant, et c'est ce que disait Alain aussi, effacer à un risque. On peut comprendre le côté épidermique de vouloir disparaître des statues, des noms, des monuments qui nous perturbent, qui nous choquent ou qui glorifient des choses inacceptables. Mais attention, à faire disparaître ces traces du passé, ces images comme ces monuments, on risque à un moment de ne plus avoir les outils de la déconstruction, justement, de ce qu'ont été ces idéologies. C'est exactement la même chose que quand beaucoup d'entre nous, avec nos professeurs, avons été voir un jour un camp à l'est de l'Europe. C'est parce que nos yeux ont vu qu'on a compris. C'est exactement la même chose qui s'est passé quand il y a eu un grand débat dans les années 60-70. Fallait-il montrer ou non les images de la Shoah, avec tout le traumatisme qu'elles avaient. Et c'est parce qu'on les a montrées que des professeurs nous ont expliqué que nous avons pu lutter contre le révisionnisme. Je crois en cette vertu de montrer, de déconstruire ensemble les choses. On le voit dans ce livre. Et c'est aussi parce que les générations de survivants disparaissent ou ont disparu qu'effectivement, il faut maintenir ces lieux pour les... Voilà. Oui, mais les nazis, la première chose qu'ils ont faite, c'est de détruire derrière eux, de partir. Et pourquoi le révisionnisme s'est logé là-dedans? Parce que justement, on ne voyait pas les chambres à gaz, qu'il n'y avait plus de traces. Et c'est là-dedans que s'est enfourné le révisionnisme. Donc détruire, c'est exactement faire le jeu d'une mémoire complètement hémiplégique qui ne se souviendra plus du tout de ce qui s'est passé avant. Moi, je crois qu'au contraire, il faut tout garder, expliquer et faire des ouvrages comme ça pour les générations futures et que les enseignants apprennent véritablement. Parce que même, moi je suis allée dans beaucoup de camps, par exemple Dachau aujourd'hui, on dirait à Walt Disney, hein. Je suis désolée, mais c'est tellement propre, tellement nickel. Les dortoirs, les chalits n'ont plus aucun rapport avec la réalité de l'époque. Moi, j'ai vu des gamins, c'était très choquant, qui étaient avec leurs professeurs, qui couraient dans les couloirs, qui jouaient. C'est plus un lieu de recueillement. Il y a véritablement que Birkenau qui soit encore dans l'état vraiment originel. Mais les 3/4 du temps maintenant, c'est des tours qui sont un peu choquants. Moi, je pense qu'il faut vraiment... Mais c'est pour ça qu'on doit réfléchir sur ce qu'on appelle la mémoire. Quand on a un débat actuellement sur le déboulonnage des statues, ce déboulonnage des statues renvoie justement à nos questions. Et on le voit bien, c'est pas qu'en France, hein, c'est dans toute l'Europe, c'est aux États-Unis et c'est ailleurs. Christophe Colomb, par exemple, est déboulonné aujourd'hui aux États-Unis et autres. C'est un vrai débat complexe avec la nouvelle génération sur le comment faire. Parce que nous avons peut-être, notre génération, pris du retard sur l'analyse de ces éléments et la nouvelle génération considère qu'en éradiquant ce passé, on va pouvoir tourner une page. Et on voit bien que c'est plus complexe que ça. Effacer... Surtout que se pose aussi la question des limites. Quand vous commencez à effacer ou à déboulonner, où est-ce que vous arrêtez ? Il n'y a pas de limite. Quand tu commences à déboulonner, on est de le dire sur ceux qui brûlaient des livres, exactement. Quand on commence à déboulonner, il n'y a plus de limite sur déboulonner les choses par rapport à ce qui forme les traces du passé. Et nous, les historiens, les chercheurs, les savants, si vous n'avez plus de patrimoine, vous n'avez plus de traces, vous n'avez plus d'éléments, vous n'avez plus d'images. Je me rappelle, avec mes amis du Cran, il y a quelques années, quand on parlait d'images de Banania, ils voulaient partout l'interdire. Je leur dis, écoutez, interdisez-la peut-être sur les murs, mais laissez-nous travailler avec. Elle nous permet d'expliquer beaucoup de choses. Et pour rebondir sur... certains vont... peut-être vous reprocher, à vous d'ailleurs collectivement, de republier ces images, c'est-à-dire de publier et de mettre à la disposition du grand public, de diffuser auprès d'un public plus large, des images dont certaines, pas toutes, mais dont certaines avaient disparu de fait de notre imaginaire collectif. C'est une vraie question. Et même si Internet aujourd'hui, tu prends Pinterest par exemple et d'autres sites, commencent à ressortir aussi toutes ces images. Donc de toute façon, elles ne disparaissent pas complètement puisqu'elles sont dans nos musées et qu'elles sont aujourd'hui collectionnées, par exemple, et qu'elles existent toujours. Mais ta question est très bonne, c'est parce qu'il y a un vrai débat qui s'est posé avec Gilles. Il y a des images de leur violence, tu ne sais pas comment faire. On l'avait déjà vécu quand on avait fait le livre « Sexe, race et colonie ». On l'a vécu sur d'autres ouvrages, et celui-là plus particulièrement. C'est
Pour montrer ces images, il faut un énorme background. Mais est-ce qu'il suffit ? Est-ce que le commentaire textuel et analytique qu'on fait va suffire alors qu'on les remet aussi en circulation ? Et en même temps, quand tu discutes avec des professeurs et des enseignants, ils savent qu'il faut décoder ces images avec leurs élèves. Eux-mêmes les utilisent. Et ils savent que si tu prends une image quelque part qui n'est pas signifiant, qui n'a pas de force et de puissance nocive, qu'est-ce que tu déconstruis ? La beauté de l'image, c'est complexe. Gilles ? Alors, l'exemple de Sex, Race et Colonie est très intéressant parce que dans les critiques qui nous ont été faites... Ça, c'était il y a 4 ans. Hein. Ouais. Ce qui nous ont été faites, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas montrer. Moi, je pense qu'il faut montrer les choses. Par contre, il faut les expliquer. Et là où on a été critiqué, la critique était juste, c'est qu'on n'a peut-être pas assez expliqué. C'est ce qu'on a essayé de faire là, d'expliquer davantage. Mais on ne peut pas cacher les choses. Faire comme si elles n'avaient pas existé, c'est le pire. Parce que de toute façon, ça finit par vous rejaillir au visage un jour ou l'autre. Non, là, très clairement, vous expliquez, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que l'ouvrage est encore une fois extrêmement dense, et on comprend justement à le lire, à le feuilleter, à se replonger dans tel ou tel chapitre, on comprend à quel point l'amnésie n'est pas une solution, et la pédagogie, en revanche, est effectivement la seule issue justement pour sortir de ces stigmatisations. Je voulais qu'on fasse un passage quand même par un autre des personnages justement stigmatisés dans cette mythologie, et là ça remonte loin, si j'ose dire, c'est la figure du musulman. Et évidemment, là aussi, on rejaillit avec une certaine actualité. Enfin, je veux dire, c'est tout l'intérêt aussi de cet ouvrage et de votre travail, c'est qu'il nous permet justement de prendre comme je le disais en introduction, de prendre du recul et d'acquérir un certain nombre de munitions, si j'ose dire, entre guillemets, en tout cas d'éléments, de façon à décrypter parfois l'hystérie de l'actualité. Le musulman, il est, je cite, dangereux, fourbe et violeur, entre autres, mais aussi fanatique, bien sûr. Et là, on a une imagerie qui commence avec les croisades, dans ce chapitre, Croisades et religions, consacré plus spécifiquement à la stigmatisation des musulmans, et qui s'achève, si je ne m'abuse, ça doit être un hasard sûrement, mais avec une affiche du Front National, en l'occurrence du Front National de la Jeunesse, qui date de 2010. Donc là, il y a un continuum très clair sur la stigmatisation de cette figure, Pascal Blanchard. Les croisades, c'est peut-être le premier moment où l'image, avec son altérité, fabrique deux camps. Et comment on distingue le camp du mort et le camp du croisé ? C'est simple, le croisé, vous le savez un peu, avec les Templiers et autres, il est souvent blanc de son uniforme, et pas simplement, dans sa représentation tout simplement picturale de sa peau, et le mort, il est plutôt foncé. Et là commence déjà une dialectique par l'image. Cette dialectique, elle va se poursuivre, puisque avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a une caricature du mort, comme du Juif d'ailleurs, puisque l'Europe se purifie en mettant hors d'Europe les Juifs et hors d'Europe les musulmans, où on va de plus en plus les stigmatiser comme ennemis et comme, en fin de compte, hors de la norme. Et puis cette image, elle va se reconfigurer avec l'histoire coloniale. Il va y avoir le fanatique, et il faut justifier. Alors le fanatique, et tu as une image devant les yeux, qui est le fanatique qui vient prendre des femmes blanches pour les harems. Le fanatique qui va vouloir violer les blanches. Le fanatique qui va vouloir imposer sa religion. Et cette image, elle va perdurer tout autant de l'histoire coloniale, et puis après l'histoire de l'immigration. Et alors j'adore, parce que Rachid Benzine, quand je lui ai dit... qui est un grand auteur littéraire que vous connaissez, un islamologue, j'ai dit à Rachid Benzine comme à Alain, choisis une image qui, toi, t'a marqué. Il a choisi donc une affiche du film de Jacques Becker, l'affiche du film de Jacques Becker, Ali Baba et les 40 voleurs. Et là, il m'a mis Baba, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il choisisse Ali Baba et les 40 voleurs. Et il me dit, mais moi, quand j'ai grandi avec l'arabe qui était Fernandel. J'ai dit, ok Rachid, explique-moi l'histoire. Là, il dit, ouais, c'était un arabe qui était généreux, qui sur son âne jetait de l'argent à tout le monde. Et il me dit, cette image totalement fabriquée par l'Occident de Ali Baba et les 40 voleurs, qui est un pur produit de l'Occident, qui raconte, vu d'Occident, l'histoire quelque part de comment on voit les Arabes, avec toutes les caricatures. Parce que si vous regardez aujourd'hui Ali Baba et les 40 voleurs, waouh, c'est quelque chose, hein. Ils ont tout cumulé dans un seul film. Et il me dit, mais moi j'ai grandi en tant que musulman, avec une image du musulman qu'on avait fabriquée de moi, où je me disais, on n'est pas vraiment comme ça. Et c'est ça qui est fascinant à voir, c'est que l'image s'impose à soi, et que cette image du musulman qui a traversé maintenant quasi 10 siècles de récits, elle s'est reconfigurée jusqu'à devenir l'ennemi intérieur aujourd'hui, exactement comme les communistes dont on parlait tout à l'heure étaient l'ennemi intérieur dans les années 30, par la caricature. Et cette affiche du Front National, tu retrouves la même en Suisse, en Belgique, en Allemagne, dans le même style. Deux images la symbolisent, le minaret, dans toutes les affiches des mouvements d'extrême droite, vous l'avez, et la femme voilée. Et à travers deux images emblématiques se résume l'image de l'ennemi qui va par définition voiler nos femmes et par définition planter des minarets partout. Tu as vu l'affiche, on a l'impression d'avoir des fusées SS-80 soviétiques qui se sont empilées. Ça, c'est pour les plus anciens, oui. Oui, ça c'est pour la génération que nous sommes. Avant le mur, voilà. Effectivement, c'est une affiche du Front National de la Jeunesse qui date de 2010. Je vais peut-être, sauf si vous avez quelque chose à ajouter après cette intervention, mais...
Que peut-on ajouter après un propos de Pascal Blanchard? En revanche, je compte sur vous, tous et toutes. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Pour les questions. Donc, on va très volontiers prendre vos questions. Alors, pour des raisons que vous connaissez, je ne vais pas y revenir, pour des raisons sanitaires, il n'y a pas de micro qui circule, m'a-t-on dit. Donc, je vais vous demander d'abord de lever la main quand vous souhaitez poser une question. Pardon, de lever la main quand vous souhaitez poser une question, de le faire de façon assez forte et intelligible. Et je vais peut-être la reformuler ensuite au micro. Donc, pour que je l'entende bien, je vous serais reconnaissant de bien vouloir la formuler de façon assez forte. Et évidemment, des questions relativement courtes, s'il vous plaît, ce qui nous permettra d'en prendre beaucoup. Monsieur. Alors, excellente question, évidemment. L'humour pose évidemment la question des limites. L'humour arme du racisme parfois, humour raciste, mais aussi humour antiraciste, qui lui aussi peut aller trop loin parfois. Donc, vous qui en connaissez un rayon en matière d'humour, Pascal Blanchard, comment est-ce qu'on place la frontière, la limite, et qu'est-ce qui est acceptable ou qui ne l'est pas? C'était la question de monsieur. Monsieur pose une super bonne question, parce qu'en fait, beaucoup ont du mal à reconnaître que l'antiracisme fonctionne en fait sur les mêmes codes visuels que le racisme. Les mêmes codes visuels, puisqu'il veut être compris. Donc il reprend souvent en humour, pour vouloir inverser l'humour qui est posé, une dénonciation inverse. Mais en fin de compte, il fonctionne sur les mêmes codes, sur les mêmes mécanismes pour être compris. Et dans l'image antiraciste, vous avez aussi de la caricature, en fin de compte, indirectement, puisqu'il va stigmatiser quelqu'un au nom du fait qu'il serait automatiquement raciste. Et on a mis plusieurs images antiracistes qui sont soit des images qui fonctionnent sur des codes que l'on peut décrypter pour un enseignant, par exemple, de la même manière qu'une image raciste. Et on l'a essayé de le faire avec Gilles, puisque plusieurs images antiracistes sont dans ce livre, pour expliquer que les codes peuvent être aussi à critiquer. Parce que l'antiracisme fonctionne aussi sur des choses qui sont des stéréotypes, des images données. Et même quand c'est de l'humour, même quand on veut tourner en dérision la chose, quelque part, on refabrique encore une mythologie, par exemple sur l'immigration. Les affiches xénophobes sont bien souvent des affiches qui ont totalement mythifié des personnages qui en fait n'existent pas imités, comme si tous les immigrés se valaient. Ça veut dire que la caricature, si je vous suis bien pour compléter votre propos, c'est toujours un outil un peu dangereux à utiliser, en tout cas qu'il faut manier avec précaution, même au nom de l'antiracisme, parce que, en quelque sorte, j'allais dire entre guillemets, la légitime défense, et en l'occurrence la légitime défense contre l'agression raciste, ne suffit pas à valider l'usage de cet outil. Non, il est même dangereux. Je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, mais quand on... cette affiche, on parlait d'une affiche, elle donne le sentiment que tous les Africains sont bons et généreux et sont du même pays. Je me souviens d'Alain qui disait, attendez, tous les Noirs, madame, ne sont pas pareils. Hein. La pensée noire, ça n'existe pas. Tous les Noirs pensent pas pareil. Et en Afrique, on n'est pas tous pareils. Mais dans la perception, les images de développement, par exemple, ou les images antiracistes, avaient fabriqué une image très morphotypée, comme si tout le monde, en Afrique, hommes, femmes noires, étaient identiques. Ben non. Mais ça fabrique des contre-messages qui eux-mêmes fabriquent du stéréotype. Alors c'est compliqué puisqu'on est soi-disant sur une idée généreuse. Non. L'idée généreuse n'est pas forcément, en termes de postulat imagé, une image qui va fabriquer quelque chose qui fonctionne ou qui ne soit pas elle-même une utopie. Et une utopie ou un stéréotype, c'est la même chose. Ça fabrique du faux. Et ça fabrique quelque chose sur lequel certains vont pouvoir se rejeter en disant « Mais attendez, moi, mon vécu avec l'immigration, c'est pas cette image utopique. » Donc, il faut faire très attention, y compris dans la contre-image. Vous savez que les images sur le développement des années 70-80, qui étaient en fait destinées à faire que les gens financent le développement dans les appels aux dons et compagnie, ont fabriqué une image encore plus misérabiliste que l'image coloniale qui avait pu exister avant. Parce qu'on a fabriqué une image où l'Afrique, sans les dons de l'Occident, resterait dans les ténèbres. Et aujourd'hui, la lecture critique, quand on regarde les images des années 70-80, le développement, une Afrique qui... Rappelez-vous les images sur l'Éthiopie, des grandes famines. Elles ont fabriqué une image d'une Afrique qui était incapable d'être autonome, de pouvoir nourrir ses populations. Et cette image a été dévastatrice dans l'image qu'on a continué à faire perdurer du développement, de la coopération, bien après la fin des empires. Donc on doit aussi se questionner sur ces images, des outils en fait qu'ils emploient, des mécanismes sur lesquels ils s'appuient et de ce qu'ils fabriquent comme image. Merci Pascal. Alors, j'ai vu une main qui se dresse tout là-haut. Allez-y. Le choix du titre. Pourquoi le racisme ? Pourquoi le racisme ? Alors qu'une foultitude de discriminations, de stigmatisations, effectivement,
des femmes aux juifs, en passant donc par le noir, le musulman et autres, etc. J'en oublie. Pourquoi on a parlé du racisme? Non, Pourquoi le titre? Pourquoi on a choisi On parle du titre. Je vais lui répondre, parce que je pense que c'est, en termes de concentration, le point de départ. La race, c'est quand même le sujet sur lequel la plupart des morphotypes fonctionnent. Que deuxièmement, l'idéologie qui résume. Un raciste, ce n'est pas juste quelqu'un qui pense qu'il y a des races différentes et des hiérarchies. C'est quelqu'un qui pense une globalité dans sa pensée politique, dans sa pensée globale, et même, je dirais presque, dans une forme de philosophie du monde. On le voit bien aujourd'hui. Certains candidats à la présidentielle, que l'on qualifie de racistes, ne parlent pas que de la race. Ils parlent des femmes. Ils parlent d'un rapport à la mémoire. Vous parlez de candidats qui ne sont pas encore déclarés. Ou pas encore déclarés. Merci en tant que de cette précision. Voilà un journaliste brillant et observateur. Et donc ça veut dire que dans le terme racisme, beaucoup de choses rentrent, et on a, c'était notre sentiment, qu'il permettait d'arriver à montrer que dans le racisme, il fallait apprendre à le dichotomiser. Ce n'est pas qu'une voie. La xénophobie, ce n'est pas la même chose, mais la xénophobie est une des étapes et un des éléments d'un discours raciste dans sa globalité. C'est pour ça qu'on l'a intégré dedans, et ce que disait Alain tout à l'heure, de penser aussi à travers l'universalité des images qui sont là, qu'il n'y a pas que des blancs qui sont racistes. D'où le fait qu'on a traité l'Inde, on a traité du Japon, on a traité de la Chine, on a traité des autres continents, du Brésil par exemple, en comprenant bien qu'il y a des mécanismes qui dépassent simplement une typologie de population avec uniquement un racisme, et qu'il y a des racismes aussi, on aurait pu le mettre au pluriel, mais on a dit à un moment avec Gilles que cette idée de la fixer sur ce terme-là me semblait pertinent. Gilles, parce qu'elle a beau être long, je pense que son propos mérite d'être complété. Merci, parce que le racisme, c'est un tout. Il n'y a pas besoin de mettre les racismes. Mais il n'empêche, pour revenir à la question précédente, et parce qu'elle a raison, c'est que ce soit l'iconographie raciste ou antiraciste, on fait à chaque fois le bien, le mal, le bon, le méchant, etc. On réduit la pensée à ça. En réalité, on sait que c'est extrêmement complexe. Ce qu'on a essayé de montrer dans cet ouvrage, c'est que c'est très très complexe. Et on ne peut pas réduire l'autre à quelque chose qui ne soit pas de l'inhumain. Parce qu'en gros, le racisme, c'est ça. C'est réduire l'autre à de l'inhumain. Or, l'autre, il n'est pas gentil, il n'est pas bon, il peut être... Mais votre question, elle est bonne parce qu'elle m'interroge moi-même aussi si le titre se suffit à lui-même. Vous avez raison, parce que dans le racisme en image, il y avait cette idée quand même qui, pour nous, était très importante, c'est que quand vous interrogez les gens, ils ne pensent pas forcément que le racisme, c'est une culture imagière. Ils le pensent d'abord comme une idéologie. Et en fin de compte, ce n'est pas qu'une idéologie. On aurait pu appeler le livre la culture raciste. Mais ça aurait peut-être été complexe à décoder. Et je pense qu'en tout cas, ce qu'il essaye d'interroger à travers ce titre, c'est de dire que le racisme n'est pas une abstraction. C'est quelque chose qui est très concret dans la pratique, dans les faits, dans les idéologies, mais aussi dans la culture et dans les images. D'où ce titre qui se veut faire le lien entre les deux. Et ça se manifeste effectivement de façon extrêmement différente, parfois implicite, parfois sous-jacente et parfois explicite et spectaculaire à travers certaines caricatures. Donc complexe. Alors, on va prendre une autre question. Oui. Alors, je le répète juste pour être certain que toute la salle vous ait bien entendu. Donc, Madame demande si le raciste, justement, en essayant, donc en infériorisant, en stigmatisant sa cible, ne cherche pas aussi, dans le propos de l'autre, justement, à le rehausser, à lui faire... comment dirais-je, à faire croire à son public que justement il est supérieur, à rehausser son public et celui qui adhère à son propos raciste. C'est une façon de faire de la propagande aussi. On le voit chez Drummond, par exemple, avec l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle. Là, je lui vole la parole. C'était donc une question à Gilles Butch. Vas-y, Gilles. Vas-y. Tu peux poser la question. La question, c'est comment tu fabriques une image positive, une image supérieure quand tu t'adresses à ton public sur l'image raciste. Et est-ce que c'est une façon d'enrôler, justement, de faire croire à son public, justement, qu'il est lui-même supérieur, que le raciste qui adhère à ce propos raciste, c'est une façon de flatter, en quelque sorte, ses instincts... Antiracistes. Non, ses instincts racistes, ses instincts de faire croire... Lorsque, par exemple, un polémiste au hasard tient un propos raciste, sans même être encore candidat, etc., voilà, est-ce qu'il cherche aussi à convaincre le public auquel il s'adresse et qu'il veut séduire qu'il est supérieur? Évidemment. Le premier propos, c'est quand vous expliquez le sens du monde, même s'il est faux, vous êtes celui qui explique le monde. Donc vous êtes forcément supérieur à celui qui est en face de vous.
qui est censé n'avoir rien compris, puisque vous avez besoin de lui expliquer. Mais ce n'est pas un discours pédagogique, c'est un discours militant. Ce n'est pas du tout la même chose. Et en même temps, chez les nazis, par exemple, on voit bien dans l'idéologie nazie, il y a une infériorisation des autres pour une survalorisation des Aryens. L'un ne va pas sans l'autre. D'où le chapitre qu'on a fait sur les suprémacistes. Tout le discours suprémaciste, c'est de vouloir prouver par l'image que les Blancs sont supérieurs. Ça fait partie de la dialectique. Dans les zoos humains, c'est la même chose. Vous fabriquez du sauvage, mais vous rassurez aussi le visiteur en lui faisant croire qu'il est supérieur au sauvage. Donc c'est un va-et-vient permanent. Comme dit Gilles, l'appelle militant, mais c'est aussi l'idéologie. Mais ça a démarré aussi avec un moment extrêmement fort qui est les zoos humains sur lesquels on a travaillé. Vous savez, à partir du moment où on a exhibé des autres dans des zoos, derrière des barrières, que vous venez comme spectateur voir des gens dans des cages symboliques ou plus ou moins, vous êtes obligatoirement convaincu que vous êtes supérieur à l'autre. Et c'est fini. Une fois que vous avez fini, c'est fini. Vous avez marqué l'histoire et la société. Pour compléter justement, Gilles, je vous aurais bien interrogé. Expliquez-nous un petit peu, il y a la dimension donc, scientifique, pseudo-savante du racisme. Ça passe notamment à travers ces pages titrées « La mesure et la race », où on voit que la science, entre guillemets, donc, se met au service du racisme, c'est-à-dire qu'elle commence à mesurer les caractéristiques physiques de l'autre, justement, pour contribuer à l'inférioriser. C'est scientifique, donc c'est vrai. Ouais. Alors, mesurer, pourquoi faire ? Vous savez, il y a un certain Paul Broca, en 1859, qui a créé une société qui s'appelle la Société Anthropologie de Paris, et qui essayait de démontrer que la race européenne, la race blanche, était supérieure aux autres. Qu'est-ce qu'il faisait pour ça ? Il prenait des crânes, il mettait des grenailles de plomb dedans, et puis il regardait combien il y avait de billes de plomb dans un et l'autre. Et il disait, celui qui a la plus grosse capacité, c'est forcément le plus intelligent, parce que la boîte crânienne contient le cerveau, et on sait bien que l'intelligence se situe dans le cerveau. Mais en faisant ça, on n'a rien démontré. Quelle est la corrélation entre les deux ? Il n'y en a aucune, on ne la sait pas. Et donc finalement, on s'aperçoit que dans toutes les classifications raciales qu'il y a eu au XIXe siècle, et Dieu sait qu'il y en a, et celui qui a tout cassé, c'est un certain Charles Darwin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il a bien cassé le truc. En gros, il y avait 150 mesures différentes, ils s'en mêlaient les pinceaux, ils ne savaient même plus ce qu'ils faisaient. Il n'y avait que 2 critères, c'était la couleur de la peau et le fait qu'on soit grand ou petit. Je schématise, mais en gros c'est ça. Donc ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. On ne démontre rien. En tout cas, on ne démontre pas l'intelligence, on ne démontre pas la qualité des gens, on ne démontre pas les capacités d'adaptation des gens en faisant de la mesure biométrique. Et j'en ai fait beaucoup dans ma vie, croyez-moi. Et moi, c'est pour la croissance des enfants, c'est autre chose. Alors, on va prendre une autre question. Si un bras se lève là-haut, madame, allez-y, je vous en prie. Tout à fait. La cancel culture. La cancel culture. Oui. Alors, la cancel culture, même si on en a, mais on va y revenir, on en a parlé de façon indirecte, sans employer le terme, l'expression, effectivement, cette culture de l'effacement qui consiste, comme son nom l'indique, à effacer. La cancel culture, sujet d'actualité, effectivement, d'abord qu'on a vu apparaître plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, oui, et notamment sur certains campus américains, mais que nous avons en partie importé. Qui, en gros, pour résumer en 2 mots, est revendiqué par certains militants et certains intellectuels, qui demandent, et voire même des universitaires, qui considéreraient qu'il faudrait effacer un certain nombre de choses qui seraient de l'ordre de l'inacceptable, du non normal, qu'il faudrait effacer les traces du passé qui sont négatives, voire les monuments, voire aussi des personnes qui auraient des points de vue. Et donc c'est un phénomène qui intellectuellement est très présent dans les facs américaines. Alain n'est plus avec nous là, mais il pourrait vous en parler à UCLA dessus. C'est des facs qui connaissent énormément le phénomène de la cancel culture et qui est un rapport de force militant extrêmement violent en ce moment. C'est-à-dire que certains prônent non pas l'analyse des images ou l'analyse des faits ou la discussion ou le dialogue avec de l'opposition, mais disent voilà, quelque part ils prennent les mêmes positions que les radicaux face à eux, ils appuient où ça fait mal, ils considèrent qu'il faut effacer, et quand ils disent effacer, c'est effacer totalement des images, des idées, des personnes. Des textes aussi, des textes. On sait que ça fait des ravages dans l'édition américaine. Voilà. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est très complexe, parce que c'est un sujet aussi qui est très générationnel. C'est quelque chose qui est très porté par la nouvelle génération qui considère que les aînés, je vais le faire simple, et je ne partage pas le principe de la cancel culture, que les aînés n'ont pas fait le travail. Et donc eux vont le faire, et en le faisant, ils vont nettoyer les choses. Donc on se heurte actuellement à 2, en fin de compte, radicalités.
ça pose quand même un problème, enfin ça en pose plein, mais notamment c'est que c'est une attitude qui se base uniquement justement sur l'émotion, si je veux dire. C'est-à-dire que c'est au nom justement de la blessure ou du respect que d'un point de vue purement donc émotionnel, on effacerait une partie de l'histoire, des œuvres, des écrits, etc., des images, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi la question des limites, bien sûr, et puis de la légitimité de celui qui porte ce discours-là. Et une dernière dimension que tu oublies, c'est d'avoir été minoritaire pendant longtemps. Les femmes, puisque la question de la cancel culture est très présente dans le féminisme. La cancel culture est très présente sur l'histoire coloniale de la ségrégation ou des immigrations. Ceux qui considèrent qu'ils ont été ou qu'ils sont encore des minorités considèrent que c'est le seul cheminement pour rééquilibrer l'histoire. Donc on se heurte à quelque chose qui est très compliqué, parce que ça se veut une valeur morale, de rééquilibrage, d'équité, mais aussi quelque chose de très radical en effaçant. Et donc on se bat actuellement dans une double dialectique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une dialectique qui veut sauver et s'accrocher à Colbert et à ses statuts et à Christophe Colomb en n'y touchant pas comme des choses qui ne doivent pas être bouleversées et changées. Et de l'autre côté, il y a ceux qui veulent démolir les statuts. Et en fin de compte, nous sommes quelques-uns à penser que c'est l'entre-deux qui est pertinent. C'est-à-dire que quand vous avez une statue de Colbert, comme face à l'Assemblée nationale, et Jean-Marc Ayrault était là hier et il la prenait comme moi, il ne faut pas démonter la statue de Colbert. Par contre, il faut expliquer à tous, notamment ces gamins qui viennent visiter l'Assemblée nationale, qui était Colbert. Il ne faut pas démonter des plaques de rue et des monuments, il faut expliquer pourquoi à une telle époque on a fait de tel ou tel personnage un héros. C'est complexe, parce que dans la nouvelle génération, ils ne veulent pas attendre. Donc on se heurte à une double radicalité, parce que de l'autre côté, il y a ceux qui disent « mais effacer ces éléments, c'est toucher à qui nous sommes, notre culture, notre identité ». Oui, mais d'ailleurs c'est un mot qui caractérise bien l'histoire de France. On était ce matin avec Jeannonnet, on peut le dire, on dit toujours aux grands hommes qui ont fait l'histoire de France. Il n'y a pas beaucoup de femmes dedans, et ils sont rarement autre chose que blancs. Et donc il y a aussi un problème. Donc de ne pas regarder le problème, c'est complexe aussi. Et là, on se heurte à quelque chose où il y a des fortes radicalités qui sont en train de mettre des moyens de pression. Et je peux vous dire que certains de mes collègues américains, par exemple aux États-Unis actuellement, ont beaucoup de mal à travailler sur ces questions, coincés entre ces deux formes de radicalité qui s'imposent à eux. Avec le risque aussi que si jamais le balancier va trop loin effectivement de ce côté-là, il repart dans l'autre sens à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que si jamais on est entre deux camps qui se cherchent à se venger de l'un de l'autre, entre les deux, il y a donc la recherche, la raison, l'explication, la pédagogie. C'est précisément l'objet du travail collectif que vous avez fait. C'est pas un hasard si on a choisi. Déconstruire ensemble. Ouais. Un mot, Gilles? Oui, juste un mot, c'est qu'on est quand même une société qui a beaucoup évolué, en particulier avec les réseaux sociaux. Et ça permet de diffuser des informations, des fake news, extra qui sont... Et ça, il faut vraiment contrer ça par des textes qui ont un peu de sens. J'ai vu une main se lever là. Oui, madame. C'est d'autres histoires. Il faut sûrement pas éliminer, effectivement, mais il faut compléter, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire effectivement relire et réexpliquer. Et l'histoire est une lutte contre la perte de mémoire. Alors, oui, alors je vais mettre un tout petit peu un grain de sel dans ce que vous venez de dire. Un mot, Pascal Blanchard, parce que j'aimerais prendre d'autres questions. Voilà. Non, mais T'as pas la voix si forte. Si nos aînés avaient fait le travail, nous ne serions pas aujourd'hui obligés d'être dans ce grand écart très élastique et très dangereux. En même temps, il faut reconnaître que nos aînés n'ont pas beaucoup fait le boulot. C'est-à-dire qu'ils ont laissé traîner cette vieille mythologie du passé sans toucher à rien. Je le dis toujours, et je l'ai dit il y a peu de temps, parce qu'on était à Montpellier avec le président de la République, on dialogue pendant très longtemps sur l'histoire coloniale, mais on est encore un pays où il n'y a toujours pas un musée d'histoire coloniale pour que nos enfants apprennent l'histoire coloniale. Donc quand on sera exemplaire, on pourra se permettre de dire aux autres « Oh, touchez pas à nos panthéons ». Mais aujourd'hui, on n'est pas exemplaire justement sur la question. Donc comprenons qu'il y a des jeunes qui disent « Ok, vous êtes incapable de faire le travail, vous n'avez pas fait le travail, on va le faire à votre place. » C'est parce qu'on sera exemplaire. Sauf que ce n'est pas le même travail qu'ils veulent faire. Et on est d'accord. Mais voilà. Renaud, on a aussi des choses à se reprocher à nous-mêmes. Oui, très bien. Surtout à vous. Alors, non, comme vous l'avez compris, on s'est déjà croisés. Alors, surtout, je voudrais prendre d'autres questions. Madame. Non, on est d'accord. Oui, non, mais... Et vous le retrouverez au stand numéro 50 dans quelques minutes. Alors, qui... Dame, je crois, là-bas. Alors, il y a plein de mains qui se lèvent en même temps. Voilà, madame, là-bas. Allez-y. Bonjour.
Alors, c'est... Bien sûr. Bien sûr, et puis il y a aussi donc voilà entre l'effacement et puis le choix des personnages qu'on choisit pour justement baptiser l'espace public, c'est précisément, ça tombe mal parce qu'il va vouloir en dire un mot, je le connais, mais c'est un travail collectif auquel a participé Pascal Blanchard justement, c'est-à-dire de fournir au pouvoir public une liste de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de noms justement et biographies pour illustrer, pour qu'il y ait davantage de diversité dans les noms donnés aux espaces publics. Un mot, Pascal Blanchard. En un mot, on a eu cette conversation avec le gouvernement français et le président de la République. Et à un moment, je lui dis, mais c'est facile, nos maires font quoi? Ils prennent Mandela, ils prennent Martin Luther King, mais ils ne regardent pas dans l'histoire de France parce que nous ne donnons pas la capacité à nos maires de France d'avoir un panel super large de gens issus de toutes les diversités, de toutes les immigrations des Outre-mer, qui peuvent non pas remplacer dans nos rues, mais quand il y a une nouvelle inauguration, un bâtiment, une médiathèque ou une rue qui se crée, de donner des noms qui ne soient pas Marguerite, Pétale de Rose ou autre chose. Et il y a la place, il y en a plein. Et on a proposé ça, et ça marche d'une manière incroyable, parce que beaucoup de maires, non pas des grandes communes qui ont les moyens d'avoir des commissions, mais des petites communes de moins de 5000 habitants, baptisent, donnent des noms, et ça fonctionne. Oui, il faut rééquilibrer par l'espace public, oui, il faut rééquilibrer par les noms, justement, ce qui n'a pas été assez équilibré avant. Vous avez entièrement raison. Merci Pascal, vous avez compris. Donc si vous avez un message à faire passer au président de la République, vous vous adressez à Pascal Blanchard. Ce sera là, je vous ai vu, madame, ça va être vous, l'heureuse gagnante de la dernière question. Voilà, je suis absolument désolé, je sais qu'il y en avait encore plein, mais il va falloir que l'on conclue. C'est à vous, je vous en prie. Merci madame. En un mot, ça va pas être facile d'y répondre en un mot. Chantal Meilleur-Plantureux, est-ce que globalement, avec cet univers où les chocs, les catastrophes, les tensions se multiplient et contribuent un peu plus parfois au morcellement de nos sociétés et à des inclinations au repli identitaire, quelles que soient ces identités, mais où en gros on s'émiette, on se replie, on s'isole et on se méfie de l'autre, en gros pour résumer, est-ce que dans ce contexte de tension, vous êtes optimiste quand même sur la capacité justement pédagogique de déconstruire les racismes? Oui, alors évidemment, d'abord je suis optimiste de nature, alors ça va peut-être être très étonnant après tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Simplement, je pense que l'éducation, la pédagogie, moi j'ai beaucoup enseigné justement la déconstruction des images pour des futurs enseignants. À l'université de Caen, le rectorat nous avait demandé de faire un cours pour les futurs enseignants et ça marchait très très bien. Et puis avec mes étudiants, je faisais des choses extrêmement simples parce qu'il faut regarder aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes qui diraient que notre génération n'a pas fait le boulot, mais aujourd'hui, le boulot n'est pas encore fait. Je vous donne juste un exemple que je donnais à mes étudiants. Je leur donnais un texte à lire et en fait, ils ne savaient pas que j'avais changé le mot de la minorité dont on parlait dans ce texte. Donc, ils lisaient le texte, c'était un texte en fait contemporain, et je leur demandais à quelle époque ce texte a été écrit. Tous les étudiants, évidemment, m'ont dit c'est un texte de l'entre-deux-guerres sur les Juifs. Et ça doit être un des grands journaux de l'époque. Et en fait, c'était un journal quotidien du jour et où j'avais changé le mot. En fait, j'avais mis le mot juif, mais le mot qui était, c'était le mot rome. Et les étudiants étaient scotchés parce qu'ils se rendaient compte qu'on pouvait utiliser dans un article aujourd'hui la stigmatisation des Roms comme on stigmatisait les Juifs de l'entre-deux-guerres. Merci donc, Chantal Meilleur-Plantureux, ce sera le mot de la fin, et oui. Merci à tous les trois. Merci Chantal, merci Gilles, merci Pascal aussi, oui. Et je vous rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, au stand numéro 50 des éditions La Martinière, cet ouvrage ô combien utile vous attend avec ses auteurs. Merci à tous. Merci.